Hi, everybody. This is week 10 of the book Thief, I believe, is it? Or week 9? Week 10. Week 10. Sasha, can you believe it? Week 10 already. So this week we're going to read 3 chapters, The Tricksters, The Struggler Concluded, and then we're going to start part 4 and read the chapter called The Accordionist. As per usual, we'll have questions for you, and we'll alternate between French and English, you know, the usual. You know how we do this now. And that's it. OK. Salut tout le monde, c'est notre 10e semaine de notre club de lecture déjà. Et aujourd'hui, on va lire 3 chapitres des Fripons, le lutteur suite et fin et l'accordéoniste. Et l'accordéoniste est le premier chapitre du 4e partie. Alors, on va commencer partie 4 aujourd'hui. Et comme d'habitude, on aura des questions, on peut les discuter ensemble. Et allons-y. Alors, je vais commencer en français, je crois, avec des Fripons. Oui. Vous allez me dire que cela n'allait pas mal pour Liesl Meminger. Par rapport à Max Vanderburg, oui. Évidemment, son frère était pratiquement mort dans ses bras. Évidemment, sa mère l'avait abandonné. Mais il n'y avait rien de pire qu'être juif. Durant la période précédant l'arrivée de Max Vandenberg, Rosa Huberman perdit un autre client, le couple Weingartner, qui cessa de lui confier son linge. L'inévitable Schimpfrei eut lieu dans la cuisine et Liesl se consola avec l'idée qu'il restait encore 2 clients et que l'un d'eux était le maire avec son épouse et ses livres. Pour le reste, elle faisait toujours les 400 coups avec Rudi Steiner. Je suggérais même qu'ils peaufinaient leur méthode peu orthodoxe. Désireux de faire leurs preuves et élargir leur répertoire de petits larcins, ils accompagnèrent Arthur Berg et ses amis dans d'autres expéditions. Ils dérobèrent des pommes de terre dans une ferme, des oignons dans une autre. Mais leur coup le plus fumant, ils le réalisèrent seuls. Comme nous l'avons vu, l'un des avantages qu'offraient les déambulations dans la ville était la perspective de trouver quelque chose par terre. Cela permettait aussi de repérer les gens et surtout ceux qui se livraient aux mêmes occupations d'une semaine sur l'autre. Parmi eux, il y avait un élève de l'école, Otto Sturm. Chaque vendredi après-midi, il se rendait à vélo à l'église, où il apportait des provisions aux prêtres. Ils l'observèrent pendant un mois. Le mauvais temps succédait au bon temps et un certain vendredi d'une semaine d'octobre abnormalement glaciale, Rudi décida de mettre des bâtons dans les rues d'Otto. Tous ces prêtres sont trop gros, expliqua-t-il à Liesl, tandis qu'il marchait dans les rues. Ils peuvent bien jeûner un peu pendant une semaine. Liesl ne pouvait qu'approuver. D'abord, elle n'était pas catholique. Et ensuite, elle avait faim, elle aussi. Elle portait le linge comme d'habitude, comme toujours. Rudi, lui, portait 2 seaux d'eau froide, ou plutôt, selon sa formule, 2 seaux de future glace. Sans la moindre hésitation, il jeta l'eau sur la chaussée, à l'endroit exact où Otto tournerait le coin de la rue en vélo. Liesl était mise devant le fait accompli. Au début, elle se sentait un peu coupable, mais le plan était parfait, ou tout au moins aussi bon qu'il pouvait l'être. Chaque vendredi, peu après 14 heures, Otto Sturm tournait dans la rue de Munich avec des provisions posées dans un panier à l'avant du guidon. Ce vendredi-là, il n'irait pas plus loin. La route était déjà verglacée, mais Rudi ajouta une couche supplémentaire. Un sourire glissa fugitivement sur son visage. « Allons dans ce buisson, dit-il. » Un quart d'heure plus tard, le plan diabolique portait ses fruits, dans tous les sens du terme. Rudi pointa le doigt entre 2 branches. « Le voilà !» Otto tournait le coin, tranquille comme Baptiste. Quelques secondes plus tard, il perdait le contrôle de son vélo, glissait sur la glace et se retrouvait face contre terre sur la chaussée. Comme il ne bougeait pas, Rudi regarda Liesl avec inquiétude. « Tout Jésus !» s'exclama-t-il. « On l'a peut-être tué !» Il sortit à croupeton du buisson, s'empara du panier et les 2 complices prirent leurs jambes à leur cou. « Est-ce qu'il respirait ?» demanda Liesl un peu plus loin. « Keine Ahnung » dit Rudi en serrant le panier contre lui. Il n'avait aucune idée. Quand ils eurent
descendu une partie de la colline, ils purent voir Otto qui se relevait, se grattait la tête, puis l'entrejambe et cherchait désespérément son panier du regard. Abrutis de Chaïskov, Rudy sourit à nouveau. Ils examinèrent leur butin, du pain, des œufs cassés et surtout du speck. Rudy porta le jambon gras à ses narines et huma voluptueusement son arôme. Magnifique. La tentation de garder cet exploit pour eux était fort, mais leur sentiment de loyauté vis-à-vis Arthur Burke prit le dessus. Ils se dirigèrent vers le pauvre logement qu'il habitait, Kempfstrasse, et lui montrèrent leur butin. Arthur ne put dissimuler son approbation. « Vous avez volé ça à qui? » C'est Rudy qui répondit. « Otto Sturm. » Arthur hocha la tête. « Qui que ce soit, merci à lui. » Il rentra à l'intérieur et revint avec un couteau à pain, une poêle à frire et une veste. « On va aller chercher les autres, » dit Arthur Berg, tandis qu'il quittait l'immeuble. « On est peut-être des criminels, mais on a une certaine morale. » Comme la voleuse de livres, ils se fixaient des limites. Ils frappèrent encore à quelques portes, lancèrent des appels depuis la rue, et bientôt la petite troupe de voleurs de pommes d'Arthur Berg se dirigea vers Lambert. Ils allumèrent un feu dans une clairière sur la rive opposée et firent frire ce qui restait des œufs dans la poêle. Puis ils coupèrent le pain et le speck, et la totalité de la livraison d'Otto-Sturm fut mangée avec les doigts et au bout du couteau. Pas de prêtre à l'horizon. C'est seulement vers la fin du festin qu'une dispute éclata à propos du panier. La majorité des garçons voulaient le brûler. Fritz Hammer et Andy Schmecker, eux, étaient d'avis de le garder, mais avec sa morale incongrue, Arthur Burke eut une autre idée. « Vous deux, » dit-il à Rudy et Liesel, « vous pourriez le rapporter à ce Sturm. Il me semble que cette pauvre cloche le mérite. »« Enfin, Arthur !»« Je ne veux rien entendre, Andy. »« Seigneur !» Lui non plus ne veut rien entendre. La bande éclata de rire. Rudy Steiner ramassa le panier. Je vais le rapporter et le suspendre à sa boîte aux lettres, décida-t-il. Il n'avait pas fait 20 mètres que Liesel le rattrapait. Elle était de toute façon en retard et elle se devait d'accompagner Rudy Steiner à la ferme des Sturm de l'autre côté de la ville. Pendant un bon moment, ils cheminèrent en silence. « Tu t'en veux ?» finit-elle par demander. Ils étaient déjà sur le chemin du retour. « À propos de quoi? Tu sais bien. » « Évidemment, mais j'ai le ventre plein et je te parie que lui aussi. Je ne pense pas un instant que les prêtres auraient droit à ses provisions s'il n'y avait pas assez à manger chez lui. Il s'est tout de même méchamment cassé la figure. À qui le dis-tu? » Mais Rudy ne put s'empêcher de rire. Au cours des années à venir, il ne volerait pas le pain, il le donnerait. Preuve à nouveau que la nature humaine est pétrie de contradictions. Le bien et le mal en proportion égale. Ajoutez juste un peu d'eau. 5 jours après cette victoire en demi-teinte, Arthur Burke refit une apparition et les invita à participer à son prochain coup. Ils tombèrent sur lui rue de Munich un mercredi en rentrant de l'école. Il avait déjà revêtu son uniforme des jeunesses hitlériennes. « On remet ça demain après-midi. Vous êtes intéressé? »« Où ça? » Il n'avait pas pu s'empêcher de poser la question. Le champ de patates. 24 heures plus tard, Liesel et Rudy bravèrent à nouveau la clôture de barbelés et remplirent leurs sacs. Le problème surgit au moment où ils prenaient la fuite. « Seigneur !» s'écria Arthur. « Le fermier !» Le plus effrayant, toutefois, fut le mot suivant qu'il prononça comme s'il était déjà attaqué. Il lui entailla la bouche, et ce mot était « hache ». Sure enough, when they turned around, the farmer was running at them, the weapon held aloft. The whole group ran for the fence line and made their way over. Rudy, who was the farthest away, caught up quickly, but not quickly enough to avoid being last. As he pulled his leg up, he became entangled. Hey! The sound of the stranded. The group stopped. Instinctively, Liesel ran back. Hurry up, Arthur called out. His voice was far away, as if it swallowed it before it exited his mouth. White sky.
The others ran. Liesel arrived and started pulling at the fabric of his pants. Rudy's eyes were open wide with fear. Quick, he said, he's coming! Far off, they could still hear the sound of deserting feet when an extra hand grabbed the wire and ripped it away from Rudy Steiner's pants. A piece was left on the metallic knot, but the boy was able to escape. Now move it, Arthur advised them, not long before the farmer arrived, swearing and struggling for breath. The axe held on now, with force to his leg. He called out the futile words of the robbed. I'll have you arrested. I'll find you. I'll find out who you are. That was when Arthur Begg replied. The name is Owens, he loped away, catching up to Liesel and Rudy. Jesse Owens. When they made it to safe ground, fighting to suck in the air into their lungs, they sat down and Arthur Berg came over. Rudy wouldn't look at him. It happened to all of us, Arthur said, sensing the disappointment. Was he lying? They couldn't be sure, and they would never find out. A few weeks later, Arthur Berg moved to Cologne. They saw him once more on one of Liesel's washing delivery rounds in an old alleyway off Munich Street. He handed Liesel a brown paper bag containing a dozen chestnuts. He smirked. A contact in the roasting industry. After informing them of his departure, he managed to proffer a last pimply smile and to cuff each of them on the forehead. Don't go eating all of these things at once, either. And they never saw Arthur Berg again. As for me, I can tell you that I most definitely saw him. A small tribute to Arthur Berg, a still living man. The Cologne sky was yellow and rotting, flaking at the edges. He sat propped against a wall with a child in his arms, his sister. When she stopped breathing, he stayed with her, and I could sense he would hold her for hours. There were 2 stolen apples in his pocket. This time, they played it smarter. They ate 1 chestnut each and sold the rest of them door to door. If you have a few pfennigs to spare, Liesel said at each house, I have chestnut. They ended up with 16 coins. Now, Rudy grinned. Revenge! That same afternoon, they returned to Frau Diller's, Heil Hitler's, and waited. Mix candy again? She schrumpseled, to which they nodded. The money splashed the counter, and Frau Diller's smiles felt slightly ajar. Yes, Frau Diller, they said in unison. Mix candy, please. The framed Führer looked proud of them. Triumph before the storm. So, Sasha, what's your question for that chapter? OK. Le mien, c'est comment Rudy et Liesel justifient-ils que ce n'est pas si terrible de voler? And mine is, why were Liesel and Rudy so proud of themselves in Frau Diller's shop? Next chapter. The struggle concluded. The juggling comes to an end now, but the struggling does not. I have Liesel Memminger in one hand, Max Vanderberg in the other. Soon I will clap them together. Just give me a few pages. The struggler. If they killed him tonight, at least he would die alive. The train ride was far away now, the snorer most likely tucked up in the carriage she'd made her bed, traveling on. Now there were only footsteps between Max and survival, footsteps and thoughts and doubts. He followed the map in his mind from Passing to Molching. It was late when he saw the town. His leg ached terribly, but he was nearly there, the most dangerous place to be, close enough to touch it. Just as it was described, he found Munich Street and made his way along the footpath. Everything stiffened, glowing pockets of streetlights, dark passive building. The town hall stood like a giant hand-fisted youth, too big for his age. The church disappeared in darkness the further his eyes traveled upward. It all watched him. He shivered. He warmed himself. Keep your eyes open, he warned himself. German children were on the lookout for stray coins. German Jews kept watch for possible capture. In keeping with the usage of number 13 for luck, he counted his footsteps in groups of that number. Just 13 footsteps, he would tell himself. Come on, just 13 more. As an estimate, he completed 90 sets, till at last he stood on the corner of Himmel Street. In one hand, he held his suitcase. The other was still holding Mein Kampf. Both were heavy, and both were handled with a gentle secretion of sweat.
Now, he turned on the side street, making his way to number 33, resisting the urge to smile, resisting the urge to sob, or even imagine the safety might be awaiting him. He reminded himself that this was no time for hope. Certainly, he could almost touch it. He could feel it somewhere just out of reach. Instead of acknowledging it, he went about the business of deciding again what to do if he was caught at the last moment, or if by some chance the wrong person awaited him inside. Of course, there was also the scratchy feeling of sin. How could he do this? How could he show up and ask people to risk their lives for him? How could he be so selfish? 33. They looked at each other. The house was pale, almost sick-looking, with an iron gate and a brown speed-stained door. From his pocket, he pulled out the key. It did not sparkle, but lay dull and limp in his hand. For a moment, he squeezed it, half expecting it to come leaking toward his wrist. It didn't. The metal was hard and flat, with a healthy set of teeth, and he squeezed it till it pierced him. Slowly then, the struggler leaned forward, his cheek against the wood, and he removed the key from his fist. So my question for you, I'm pretty sure you all know the answer, but it's like, who lives at 33 Hemel Street? OK. Quatrième partie. L'homme qui se penchait. Avec l'accordéoniste, quelqu'un qui tient sa promesse, une gentille enfant, un boxeur juif, le courroux de Rosa, un sermon, un dormeur, l'échange de cauchemars et quelques pages du sous-sol. L'accordéoniste, la vie secrète de Hans Huberman. Un jeune homme était debout dans la cuisine. Il avait l'impression que la clé était en train de rouiller dans sa main. Il ne dit pas bonjour, ni aidez-moi s'il vous plaît, ou quoi que ce soit de ce genre. Il posa 2 questions. Question numéro 1. Hans Huberman? Question numéro 2. Vous jouez toujours de l'accordéon? Tandis qu'il regardait mal à l'aise la forme humaine qui se tenait devant lui, il extirpait sa voix de son corps et l'attendait dans l'obscurité, comme si c'était tout ce qui restait de lui. Inquiet et effrayé, Hans fit un pas en avant. Il murmura dans le vide. Bien sûr. Cela remontait à bien longtemps, à la Première Guerre mondiale. Elles sont bizarres, ces guerres, pleines de sang et de violence, mais riches d'histoires toutes aussi difficiles à sonder. On entend des choses comme « C'est pourtant vrai, vous n'allez pas me croire et ça n'a pas d'importance, mais c'est un renard qui m'a sauvé la vie. » Ou bien « À côté de moi, tout le monde a été tué et j'ai été le seul à ne pas recevoir une balle entre les 2 yeux. Pourquoi moi? Pourquoi moi et pas eux? » L'histoire de Hans Huberman ressemblait un peu à ça. Quand je l'ai découverte à travers les mots de la voleuse de livres, j'ai pris conscience que nous nous étions croisés de temps à autre durant cette période, quoique ni lui ni moi n'ayons prévu de rencontre. Personnellement, j'avais du pain sur la planche. Quant à Hans, je crois qu'il faisait tout son possible pour m'éviter. La première fois où nous nous sommes côtoyés, Hans avait 22 ans. C'était sur le front français. La plupart des soldats de la section étaient ardents au combat. Lui, pas vraiment. J'en avais emporté un certain nombre au passage, mais on peut dire que je ne me suis même jamais approché d'Hans Huberman. Il avait trop de chance, ou bien il méritait de rester en vie, à moins qu'il n'ait eu une bonne raison de vivre. Dans l'armée, il ne sortait pas du lot. Il restait dans la moyenne pour tout et il visait suffisamment bien pour ne pas faire honte à ses supérieurs. Il n'était pas non plus assez bon pour être de ceux que l'on choisit pour se précipiter vers moi. Un détail, mais qui a son importance. Au fil des ans, j'en ai vu des jeunes hommes qui croient se précipiter sur d'autres jeunes hommes. Ils se trompent. Ils se précipitent à ma rencontre. Il y avait presque 6 mois qu'il combattait lorsqu'il se retrouva en France où, en apparence, un événement bizarre lui sauva la vie. Vu sous un autre angle, on pourrait dire que dans l'absurdité de la guerre, ce qui se passait n'avait rien d'absurde. Dès le moment où il se
où il s'était retrouvé dans l'armée au cours de la Grande Guerre, il était allé d'étonnement en étonnement. C'était comme un feuilleton, jour après jour, et après la bataille, les conversations de bal, les hommes au repos, les meilleures blagues salaces, les sueurs froides, ces méchantes petites copines qui s'attardaient au creux de ses aisselles et dans son pantalon. Il avait beaucoup joué aux cartes et aussi parfois aux échecs, mais il était assez mauvais. Bien sûr, la musique, toujours la musique. Celui qui lui apprit à jouer l'accordéon était un homme d'un an son aîné, un juif allemand du nom d'Eric Vandenberg. Leur manque d'intérêt pour le combat les rapprocha et ils se lièrent peu à peu d'amitié. Ils aimaient mieux rouler les cigarettes que rouler dans la neige et dans la boue. Ils préféraient tirer des cartes plutôt que tirer des balles. Le jeu, la cigarette et la musique les réunirent, sans parler d'une envie partagée de sortir de là vivant. Le seul problème, c'est qu'on retrouverait un peu plus tard Eric Vandenberg en pièces détachées sur une colline verdoyante. Il avait les yeux ouverts et on lui avait volé son alliance. J'ai ramassé son âme avec celle des autres et nous avons quitté les lieux en douceur. L'horizon avait la couleur du lait, frais et glacé, répandu parmi les corps. Il ne restait pour ainsi dire d'Eric Vandenberg que quelques effets personnels et l'accordéon qui gardait l'empreinte de ses doigts. On renvoya tout chez lui, sauf l'instrument de musique. Trop gros, paraît-il. Il était posé sur la couche derrière au camp de base, comme honteux d'être là. On le donna à son ami, Hans Huberman, le seul à survivre en fait. Voici comment il a survécu. Il n'alla pas se battre ce jour-là. Il devait en remercier Eric Vandenberg, plus précisément Eric Vandenberg et la brosse à dents du sergent. Ce matin-là, peu de temps avant le départ, le sergent Stephen Schneider entra dans la chambre. Les hommes l'appréciaient pour ses blagues et son sens d'humour, mais aussi et surtout parce qu'au feu, il ne suivait personne. Il y allait toujours en premier. À certains moments, il arrivait parmi les soldats au repos et lançait quelque chose comme « Qui est originaire de Passing ?» ou bien « Qui est bon en maths ?» ou bien encore, comme ce fameux jour, « Qui a une belle écriture ?» Personne ne se portait plus volontaire depuis la première fois où il s'était livré à ce petit jeu. Un soldat nommé Philipp Schlink s'était levé fièrement et en annonçant « Moi, sergent, je viens de Passing ». Résultat, il s'était vu remettre une brosse à dents avec mission de nettoyer les latrines. On comprend donc pourquoi les candidats ne se bousculèrent pas lorsque le sergent demanda qui avait la meilleure calligraphie. Personne n'avait envie de subir une inspection ou de devoir nettoyer les bottes crottées d'un lieutenant excentrique avant de partir. « Allons les gars !» lança Schneider. Ses cheveux brillantinés étaient plaqués en arrière, sauf un épi qui se dressait en permanence au sommet de son crâne. Il y en a bien un parmi vous qui sait écrire correctement, bande de nullards. Au loin, on entendit le son de la mitraille, ce qui déclencha une réaction. « Écoutez-moi, reprit Schneider. Aujourd'hui, c'est différent. Ça risque de prendre toute la matinée, peut-être plus. » Il ne put s'empêcher de sourire. Quand Schlink était en train de briquer les latrines, vous autres, vous jouiez aux cartes. Mais cette fois, vous allez là-bas. La vie ou la fierté? Visiblement, le sergent espérait que l'un de ces hommes aurait l'intelligence de choisir la vie. Eric Vandenberg et Hans Huberman échangèrent un coup d'œil. Si l'un des soldats se proposait, la section lui en ferait baver jusqu'à la fin. Les trouillards sont mal vus. D'un autre côté, si quelqu'un était désigné, personne ne se porta en avant, mais une voix s'insinua vers le sergent. Elle s'installa à ses pieds, s'attendant à se faire éjecter au coup de croquenot et annonça « Huberman, sergent !» Cette voix appartenait à Eric Vandenberg. À l'évidence, il estimait que le moment de mourir n'était pas venu pour son ami. Le sergent passa entre les soldats, dans un sens, puis dans l'autre. « Qui a dit ça? » C'était un arpenteur remarquable, Stephen Schneider, un petit bonhomme qui parlait, bougeait et agissait à toute allure. Tandis qu'il allait et venait, Hans le considérait.
Peut-être l'une des infirmières était-elle souffrante et avait-il besoin de quelqu'un pour refaire les pansements sur les membres infectés des blessés. Peut-être fallait-il lécher et reformer un millier d'enveloppes contenant l'annonce de la mort d'un soldat. À ce moment-là, la voix sortit de nouveau du grand, ralliant certains autres du passage. Huberman, reprirent-elles en chœur. Une écriture impeccable, sergent, impeccable, précisa même Eric. Alors, c'est réglé. Un petit sourire à la ronde. Huberman, c'est bon. Le jeune soldat à l'allure dégingandée s'avança et demanda quelle allait être sa tâche. Le sergent soupira. Le capitaine a besoin qu'on écrive quelques dizaines de lettres à sa place. Il a des rhumatismes dans les doigts ou de l'arthrite, je ne sais plus. Tu vas le faire. Ce n'était pas le moment de discuter, surtout après que Schlink avait dû nettoyer les toilettes et qu'un autre, Fegler, avait manqué laisser sa peau en léchant des enveloppes. Sa langue était infectée et toute bleue. Oui, sergent. Hans hocha affirmativement la tête. L'affaire était entendue. Son écriture était pour le moins malhabile, mais il avait de la chance. Il fit de son mieux pour écrire les lettres pendant que les autres allaient au combat. Aucun ne revint. Ce fut la première fois où Hans Huberman m'échappa pendant la Grande Guerre. La seconde, ce serait plus tard à Essen en 1943, 2 fois en 2 guerres. Une dans sa jeunesse, une à la force de l'âge. Peu d'hommes ont la chance de me tromper à 2 reprises. Il conserva l'accordéon pendant toute la durée de la guerre. À son retour, lorsqu'il retrouva la famille d'Eric Vandenberg à Stuttgart, sa veuve lui dit qu'il pouvait le garder. Il y en avait déjà plusieurs dans l'appartement et la vision de celui-ci serait trop douloureuse pour elle. Les autres lui rappelaient suffisamment d'Eric, tout comme son propre métier de professeur d'accordéon. Il m'a appris à jouer, lui dit Hans, comme si cela pouvait aider la jeune femme. Ce fut peut-être le cas, car dans son chagrin, elle lui demanda de jouer pour elle et les larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'il exécutait maladroitement le beau Danube bleu. C'était l'air favori de son mari. Il m'a sauvé la vie, vous savez, expliqua Hans. La pièce était faiblement éclairée et sentait le renfermer. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, il déposa sur la table un papier avec son nom et son adresse. Je suis peintre en bâtiment. Je peux refaire votre appartement gratuitement si vous voulez. Il savait que cela ne pouvait diminuer la peine de la jeune femme, mais il le proposa tout de même. The woman took the paper, and not long after, a small child wandered in and sat on her lap. "This is Max," the woman said, but the boy was too young and shy to say anything. He was skinny, with soft hair, and his thick, murky eyes watched as the stranger played one more song in the heavy room. From face to face, he looked at them as the man played and the woman wept. The different notes handled her eyes. Such sadness. Hans left. "You never told me," he said to dead Eric Vandenberg and the Stuttgart skyline. "You never told me you had a son." After a momentary hate-shaken stoppage, Hans returned to Munich, expecting never to hear from those people again. What he didn't know was that his help would most definitely be needed, but not for painting and not for another 20 years or so. There were a few weeks before he started painting. In the good weather months, he worked vigorously, and even in winter, he often said to Rosa that business might not be pouring, but would at least drizzle now and again. For more than a decade, it all worked. Hans Jr. and Trudy were born. They grew up making visits to their papa at work, slapping paint on walls and cleaning brushes. When Hitler rose to power in 1933, though, the painting business fell slightly awry. Hans didn't join the NSDAP like the majority of people did. He put a lot of thought into his decision. The thought process of Hans Huberman. He was not well educated or political, but if nothing else, he was a man who appreciated fairness. A Jew had once saved his life, and he couldn't forget that. He couldn't join a party that antagonized people in such a way.
Also, much like Alex Steiner, some of his most loyal customers were Jewish. Like many of the Jews believed, he didn't think the hatred could last, and it was a conscious decision not to follow Hitler. On many levels, it was a disastrous one. Once the persecution began, his work slowly dried up. It wasn't too bad to begin with, but soon enough he was losing customers. Handfuls of quotes seemed to vanish into the rising Nazi air. He approached an old faithful named Herbert Bollinger, a man with a hemispheric waistline who spoke Hochdeutsch. He was from Hamburg, when he saw him on Munich Street. At first, the man looked down past his girth to the ground, but when his eyes returned to the painter, the question clearly made him uncomfortable. There was no reason for Hans to ask, but he did. What's going on, Herbert? I'm losing customers quicker than I can count. Bollinger didn't flinch anymore. Standing upright, he delivered the fact as a question of his own. Well, Hans, are you a member? Of what? But Hans Huberman knew exactly what the man was talking about. Come on, Hansi, Bollinger persisted. Don't make me spell it out. The tall painter waved him away and walked on. As the years passed by, the Jews were being terrorized at random throughout the country, and in the spring of 1937, almost to his shame, Hans Huberman finally submitted. He made some inquiries and applied to join the party. After lodging his form at the Nazi headquarters on Munich Street, he witnessed 4 men throw several bricks into a clothing store named Clemens. It was one of the few Jewish shops that were still in operation in Molching. Inside, a small man was stuttering about, crushing the broken glass beneath his feet as he cleaned up. A star the color of mustard was smeared to the door. In sloppy lettering, the words Jewish filth were spilling over at their edges. The movement inside tapered from hurried tomorrows, then stopped altogether. Hans moved closer and stuck his head inside. Do you need some help? Mr. Clemens looked up. A dust broom was fixed powerlessly to his hand. No, Hans, please, go away. Hans had painted Joel Clemens' house the previous year. He remembered his 3 children. He could see their faces but couldn't recall their names. I will come tomorrow, he said, and repaint your door, which he did. It was the second of 2 mistakes. The first occurred immediately after the incident. He returned to where he'd come from and drove his fist onto the door and then the window of the NSDAP. The glass shuddered, but no one replied. Everyone had packed up and gone home. A last member was walking in the opposite direction. When he heard the rattle of the glass, he noticed the painter. He came back and asked what was wrong. I can no longer join, Hans stated. The man was shocked. Why not? Hans looked at the knuckles of his right hand and swallowed. He could already taste the air, like a metal tablet on his mouth. Forget it. He turned and walked home. Words followed him. You just think about it, Herr Huberman. Let us know what you decide. He did not acknowledge them. The following morning, as promised, he rose earlier than usual, but not early enough. The door at Clayman's closing was still moist with dew. Hans dried it. He managed to match the color as close as humanly possible and gave it a good solid coat. Innocuously, a man walked past. Hi, Hitler, he said. Heil Hitler, Hans replied. 3 small but important facts. The man who walked past was Rolf Fischer, one of Molching's greatest Nazis. A new slur was painted on the door within 16 hours. Hans Huberman was not granted membership in the Nazi party. Not yet, anyway. For the next year, Hans was lucky that he didn't revoke his membership application officially. While many people were instantly approved, he was added to a waiting list regarded with suspicion. Towards the end of 1938, when the Jews were cleared out completely after Kristallnacht, the Gestapo visited. They searched the house, and when nothing or no one suspicious was found, Hans Huberman was one of the fortunate. He was allowed to stay. What probably saved him was that people knew he was at least waiting for his application to be approved. For this, he was tolerated, if not endorsed as the competent painter he was. Then there was his other savior. It was the accordion that most likely spared him from total ostracism. Painters there were,
from Oliver Munich, but under the brief tutorage of Erich Vandenberg and nearly 2 decades of his own steady practice, there was no one in Molching who could play exactly like him. It was a style not of perfection, but warmth. Even mistakes had a good feeling about them. He hailed Hitler when it was asked of him, and he flew the flag on the right days. There was no apparent problem. Then, on June 16, 1939, the date was like cement now, but just over 6 months after Liesel's arrival on Himmel Street, an event occurred that altered the life of Hans Ubermann irreversibly. It was a day in which he had some work. He left the house at 7 a.m. sharp. He towed his paint cart behind him, oblivious to the fact that he was being followed. When he arrived at the worksite, a young stranger walked up to him. He was blond and tall and serious. The pair watched each other. "Would you be Hans Ubermann?" Hans gave him a single nod. He was reaching for a paintbrush. "Yes, I would. Do you play the accordion by any chance?" This time, Hans stopped, leaving the brush where it was. Again, he nodded. The stranger rubbed his jaw, looking around him, and then spoke with great quietness, yet great clarity. "Are you a man who likes to keep a promise?" Hans took out 2 paint cans and invited him to sit down. Before he accepted the invitation, the young man extended his hand and introduced himself. "My name's Kugler, Walter. I come from Stuttgart." They sat and talked quietly for 15 minutes or so, arranging a meeting for later on in the night. D'accord. Et ma question pour ce chapitre, c'est: comment pensez-vous que Hans se sentait lorsqu'il a réalisé qu'il était le seul à avoir survécu dans la Première Guerre mondiale? And my question is, what do you think Walter Kugler is asking of Hans Ubermann? And that is the end of our week 10 reading of The Book Thief. We hope you had a fun time. We'll bring up week 11 next week and have more questions for you. Feel free to answer in the comments. We try to check them regularly, see if there is anybody who wants to chat. And that's it. D'accord, c'est la fin de notre 10e semaine de la club de lecture pour la voleuse de livres. Comme d'habitude, on aurait des questions et s'il vous plaît, répondez. On va regarder les commentaires et voir si quelqu'un veut discuter quelque chose et on vous verra la semaine prochaine. Bye.